Eh ben, bienvenue pour ce webinaire 11 dans la communauté Ouest Apprenant. Nous nous retrouvons cette fois-ci dans notre port d'attache à Rennes, au CHU de Rennes, qui a été évidemment le centre de l'actualité depuis cette crise du coronavirus. Donc, on est particulièrement content d'accueillir Valérie Vergès, qui est une familière du cluster EdTech Grand Ouest, qui travaille donc au CHU et qui va pouvoir nous faire son retour d'expérience sur la façon dont les EdTech ont été mobilisés dans cette crise si particulière. Donc, nous sommes donc effectivement ravis de t'accueillir aujourd'hui. Donc, nous avons commencé notre voyage apprenant à Rennes pendant le Covid, pendant le confinement, et nous voilà donc de retour à Rennes juste avant la pause estivale. Donc, voilà, nous sommes donc ravis de t'accueillir. Donc, tu vas nous parler effectivement de ton retour d'expérience au CHU donc de Rennes, voir comment tu as réussi à mobiliser donc autour de toi et sensibiliser, développer en fait des formations en e-learning. Et tu vas nous expliquer dans quel contexte et quels étaient les enjeux en fait de la mission là que tu es en train de mener. Voilà, donc à toi, je te laisse te présenter un petit peu. Je suis présidente de PopLearn, qui est une entreprise de digital learning. Et du coup, là, je travaille pour un remplacement au sein du CHU. Donc, j'ai intégré le CHU 2 semaines avant qu'on soit en confinement. Donc, du coup, c'était une prise de poste assez étonnante parce qu'effectivement, au vu de ce qui s'est passé, c'était spécial. Donc, voilà à peu près pour la présentation rapide et succincte. Donc, ta mission principale en arrivant donc au Alors, ma mission principale, donc du coup au CHU, alors pour expliquer au niveau du CHU, donc il y a trois organismes, enfin c'est pas des organismes de formation, il y a 3 entités de formation. Donc on va avoir la formation continue dans laquelle je travaille. On a aussi les écoles, donc qui là s'occupent de la formation initiale. Il y a 9 écoles, donc soit les écoles des infirmiers, des anesthésistes, voilà. Et on a aussi le CESU. Donc, le CESU aussi, qui est le Centre d'enseignement des soins d'urgence. Donc, au sein de la formation continue, donc on est vraiment sur des formations qui sont essentiellement en présentiel. Donc, moi, je m'occupe du e-learning, mais aussi de formations en présentiel. Les formations au CHU sont très fortement présentielles, puisqu'on doit être à peu près à 90% de formation en présentiel et 10% de formation en e-learning. Moi, quand je suis arrivée, on a assez pionnier, en tout cas au niveau du digital learning, dans la mesure où on a une plateforme e-learning déjà depuis une dizaine d'années. Cette année, il se trouve que je me suis occupée de la migration de la plateforme. Donc, on avait commencé sur une plateforme, enfin, ils ont commencé à l'hôpital sur une plateforme payante. Là, ça faisait 3 ans qu'on était sur du Moodle. Et là, on a basculé sur du Moodle Workplace, donc une solution un petit peu plus dynamique. Voilà à peu près. Oui, tu nous reparleras effectivement de ces plateformes peut-être peut-être après. Oui, Tu peux nous dire qui était concerné donc par les modules de e-learning plus particulièrement, comment ça s'inscrit ces modules par rapport Alors nous, au sein du CHU, les modules e-learning sont essentiellement utilisés pour des formations obligatoires. Donc des formations obligatoires pour les IDE, ce qu'on appelle les infirmières d'État. Ça peut être d'autres types, effectivement, aussi d'infirmiers. Pour les AS, les aides-soignants, et pour aussi les ASH. ASH, s'il te plaît. ASH. J'ai un trou, assistant. Excuse-moi. Les aides-soignantes, autrefois ce qu'on appelait les aides-soignantes. Ouais, c'est ça, ouais, mais qui sont effectivement, qui s'occupent essentiellement, de fonctions comme du bio-nettoyage. En tout cas, c'est là-dessus nous qu'on leur donne des formations. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, du coup, nous, ce qui intéresse l'hôpital, c'est de former toute cette population avant leur arrivée. Donc, du coup, c'est des parcours obligatoires qu'on essaye de leur ouvrir avant qu'elles arrivent en poste,
pour effectivement être formés avant, soit sur des logiciels, parce qu'on a beaucoup de logiciels à mettre, enfin, les infirmiers doivent savoir comment manipuler certains logiciels, surtout en période Covid, ça c'était extrêmement important, puisqu'on a eu beaucoup de remplacements, enfin de personnes, de nouveaux arrivants, donc ça c'était extrêmement important. Et donc du coup, pour faire aussi appel, comment dire, du coup ces formations aussi sont comblées avec 4 heures. 4 heures dans leur balance, 4 heures horaires, de balance horaire. C'est-à-dire qu'effectivement, donc elles font le e-learning, on considère que c'est 4 heures, et du coup, après, elles mettent ça dans leur balance horaire. Donc, c'est un levier un petit peu aussi pour qu'elles ou qu'ils, mais enfin, c'est essentiellement féminin quand même comme métier, fassent la formation. D'accord. Donc, est-ce que la période donc Covid Ouais. a permis le développement en fait de ces formations? Est-ce que vous avez développé des formations spécifiques? Parce que j'ai vu que la PHP, en fait, très rapidement, courant mars, Ouais. avait développé donc sur leur plateforme vraiment des formations spécifiques Covid. Oui. Qui, au bout de même pas 3 semaines, avait été déjà vu par 20 000 soignants. Donc, c'était assez énorme, donc notamment sur la ventilation, la réanimation, comment faire le Covid et la grossesse, etc. Donc, pour former en fait le personnel. Vous avez développé des formations un peu express dans ce cas-là, non? Oui, on a développé surtout une formation Covid pour former essentiellement le personnel aux pratiques Covid. Donc ça, c'est une formation qu'on a développée en lien avec le PFP, qui est les écoles, les écoles d'infirmiers, puisqu'eux sont habitués à former un grand nombre de personnes. Nous, les formations au CHU, comme c'est des formations essentiellement en présentiel, c'est des petites formations, c'est-à-dire que en général, c'est limité à 12 participants. Donc là, effectivement, là, on a travaillé surtout avec le PFP. On a fait pas mal de vidéos. On a fait des vidéos, ce qu'on appelle habillage, déshabillage. C'est-à-dire aussi, c'était vraiment dans le contexte Covid, comment on s'habille pour aller voir des patients atteints de Covid et aussi comment on se déshabille aussi. Il y a plein de procédures qui sont décrétées au niveau national, mais chaque hôpital a sa propre procédure parce que chaque hôpital a ses propres matériel. Le port du masque aussi, ça c'était important parce qu'on s'est aperçu effectivement que même au sein du CHU, les gens portaient très mal le masque. Et encore maintenant. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Toute une plateforme e-learning, effectivement, pour le développement pour des formations sur le Covid, avec aussi des formations en présentiel. C'est essentiellement ça qu'on a développé et on a mis aussi, donc du coup, on a fait pas mal aussi de tutoriels aussi sur d'autres types de logiciels. L'hôpital, voilà, on utilise des logiciels qui ne vous diront rien, mais c'est des Xcare, Résurgence pour les urgences et Métavision pour la réanimation. Donc, au niveau des nouveaux personnels, soit on les a intégrés dans la plateforme e-learning pour que les personnels extérieurs, comme par exemple les soignants La Sagesse qui sont venus apporter un coup de main au personnel, puissent avoir accès à tous ces logiciels. Ou alors aussi, on les a mis sur l'intranet pour que le plus de personnes y aient accès sans passer par la plateforme e-learning. Donc, c'est essentiellement ça. Après, effectivement, du coup, la formation en temps Covid, c'est compliqué aussi, puisque le personnel est très mobilisé. Donc, ce n'est pas non plus des… le personnel est en première ligne. Donc aussi, c'est un personnel qui va être intéressé sur des formations dont ils ont vraiment besoin à tout prix. Oui, opérationnel directement, oui. D'accord. Oui. Alors, on a vu que, d'une manière générale, dans l'enseignement supérieur, on a beaucoup traité ces sujets-là, comment les établissements avaient réussi à passer du présentiel, du tout présentiel au tout distanciel. Est-ce que chez vous, donc au CHU, il y a des formations qui existaient donc en présentiel et qui, compte tenu du contexte, ont basculé en distanciel? De notre côté, non, parce que c'était trop compliqué et on n'a pas assez de ressources pour le faire. Mais par contre, au niveau des écoles, eux ont été très, très réactifs, puisque c'est des écoles comme effectivement, donc tu as 300, 200 étudiants. Donc, eux ont basculé immédiatement
en formation e-learning. Donc, ils ont développé beaucoup de formations de modules e-learning. Et aussi, ils ont mis en place effectivement tout un système de vidéos pour que les cours aussi soient filmés, même s'il n'y avait personne dans l'amphithéâtre. Donc, voilà à peu près. Nous aussi, on va être nos formateurs, hein, ce sont du personnel hospitalier. Hein. C'est des personnes effectivement qui exercent aussi au sein du CHU. Donc du coup, on a aussi une problématique durant cette période Covid d'avoir aussi ces types de personnel en tant que formateur. Et puis aussi, c'est une population aussi qu'on commence à acculturer aussi au digital. C'est pas Enfin, vraiment, à l'hôpital, on sent vraiment aussi la fraction numérique. Hein. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de personnels qui n'utilisent pas du tout le numérique, personnels qui savent pas comment utiliser un mail. Donc, on est vraiment sur des populations très différentes au niveau de la culturation digitale. Justement, j'avais une question concernant ces formateurs. Donc, des formateurs qui sont principalement, qui sont que sur du présentiel d'habitude, hein, c'est ça? Oui, que sur du présentiel. On est en train d'introduire la solution Bicast, hein, qui est une solution qui ressemble un petit peu à du Klaxoon, hein, pour effectivement faire des formations plus interactives. Donc là, ça dépend des formateurs. Hein. Il y a des formateurs, effectivement, qui de suite trouvent l'outil très adapté et qui vont s'emparer parce qu'ils trouvent ça génial de pouvoir interfacer, d'animer. On a même des formatrices qui vont utiliser cet outil aussi avec leurs patients. Je pense à une formatrice douleur qui l'utilise pas spécifiquement en classe de formation, mais aussi avec ses patients. Donc ça, effectivement, ça c'est super intéressant de voir comment un outil aussi digital peut être utilisé dans un autre cadre. Et puis, il y a d'autres personnes, effectivement, d'autres formateurs où ça va être plus compliqué au niveau du changement. Ils sont habitués encore à des PowerPoint et c'est plus compliqué. Voilà, on sent. Donc, on y travaille. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que tous nos éditeurs ou internautes connaissent Bicast. Ah oui. Est-ce que tu peux juste décrire à quoi ça sert? Oui, alors c'est une solution qui va permettre d'animer une salle de formation de manière plus interactive en faisant participer du coup le formé. Donc, on va lui demander de répondre à des questions, à des quiz. On va essayer de savoir quelle est son humeur. Et du coup, on peut avoir toutes les réponses en temps direct ou après. Mais ce qui permet d'interagir, de voir des camemberts immédiatement, de savoir à peu près, de savoir aussi en amont, par exemple, de savoir aussi le positionnement à peu près par rapport à la formation de l'apprenant. Donc, du coup, c'est plus interactif. L'apprenant est plus acteur de sa formation, parce que c'est pas du descendant. Hein. Donc, du coup, c'est vraiment un outil intéressant. D'accord. Donc, en fait, les personnes intéressées par les modules de e-learning, est-ce qu'il y a des médecins aussi? Tu nous as parlé plus d'un public Et il y a des médecins. On travaille aussi avec des médecins, effectivement. On travaille aussi. La NFH aussi a fait un gros travail aussi, hein, l'Agence nationale de la formation permanente met à disposition aussi du e-learning. Donc, on est en train de travailler avec eux aussi pour mettre ça en place, pour voir comment ces modules pourraient s'interfacer aussi dans notre nouvelle plateforme. Et puis, on est en train de travailler aussi là, sur la réalité virtuelle avec aussi une boîte de Rennes qui s'appelle Simon Gauche. Je crois que vous voulez les inviter aussi. Oui. Ils n'ont pas pu se libérer. Donc là, on a un projet avec eux sur la pose de voie veineuse et puis aussi l'armoire à pharmacie. Et puis, ils développent aussi d'autres
projets en partenariat avec d'autres hôpitaux, mais qui peuvent aussi nous intéresser sur la sécurité incendie. Voilà. La formation à l'hôpital, il faut savoir aussi que dans un hôpital, il y a énormément de corps de métier. Hein. On est pratiquement, je crois qu'il y a 32 corps de métiers différents. Donc, il n'y a pas que des infirmiers ou des docteurs. Hein. Il y a aussi des restaurateurs, des gens qui travaillent sur le pressing, enfin, des architectes. Donc, c'est vraiment toute une population. On est entre 9 et 10 000 salariés au CHU. Donc, au niveau de la formation, c'est énorme. Et nous, la formation continue, on arrive quand même à former plus de 75% du personnel. Alors, évidemment, en formation présentielle, mais de plus en plus en formation à distance. Sur la période, notamment du confinement, vous avez une idée du nombre de personnes qui ont été formées aux formations Oui, spécifiques on n'a pas trop. Alors, comme on a mis beaucoup de personnes, enfin, comme il y a beaucoup de personnes aussi qui ont regardé des formations sur l'intranet, là, on n'a pas les chiffres. Par contre, je pense que sur le Covid, on devait être à plus de 300-400 personnes. Et sur les e-learning, oui, peut-être 500. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, je ne connais pas vraiment les chiffres. Mais c'était quand même beaucoup. Ouais. Autrement, j'aurais voulu savoir, est-ce que il y a quelque chose qui a changé avec le Covid sur Oui, on voit. e-learning? Oui, on voit qu'il y a quand même une volonté de la formation, des établissements, d'aller vraiment vers les learning. Là, nous, on vient de changer de plateforme, donc on a une plateforme aussi qui est beaucoup plus opérationnelle, qui va nous permettre de faire des classes virtuelles, de faire des vidéos interactives, de faire du PowerPoint aussi interactif à la manière du Bicast, mais en e-learning. Donc là, on va avoir plein de modalités. Bon, la NFH aussi nous propose des choses. Avec des prestataires aussi, on travaille aussi avec la radioprotection, on travaille sur des serious games aussi, j'ai oublié de le préciser. Et puis, donc oui, on sent qu'il y a quand même on sent le basculement, en tout cas pour les écoles, ça c'est sûr. Et nous, on y vient aussi, on y vient de plus en plus. D'accord. Moi, j'aurais une question, peut-être, je me permets, hein, Sylvie. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui permettrait que cette bascule soit accélérée ou encore plus importante? Alors, déjà… Ouais, je suis quand même étonnée des chiffres, si c'est 300, 400, enfin quelques centaines de personnes au regard des 8000 salariés, ça fait quand même pas beaucoup, quoi. Après, si tu sais, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été complètement, qui n'ont pas travaillé, hein, qui ont été mais je te dis, il y a vraiment une très forte partie de la population aussi du CHU qui n'est pas infirmier ou médecin. Voilà, et du coup, nous, on a un travail à faire sur effectivement la mise en place aussi de… Il faut savoir aussi que jusqu'à présent, pratiquement la moitié de la population du CHU n'avait pas accès à son email à l'extérieur du CHU. Donc, ça vient de se mettre en place. Mais c'est pour expliquer aussi, tu vois, les conditions. Voilà, on arrive vers une digitalisation de plus en plus poussée. On part de loin, quoi. Les hôpitaux, c'est vraiment une population, effectivement, qui s'acculture au digital. Qu'est-ce qui est fait? Tu parlais d'un public quand même qui était loin du digital, qui Oui. n'avait même pas accès, savait pas utiliser un mail. Il y a quelque chose qui est fait pour ces populations, ou est-ce que il y a une prise de conscience quand même de l'hôpital que Oui, il y a une prise de conscience de l'hôpital. On va essayer dernièrement, parce que c'est des populations aussi qui n'ont pas accès à des ordinateurs, hein, qui n'ont peut-être jamais utilisé des ordinateurs. Donc, on va essayer donc, c'est prévu de mettre des points, des bornes pour qu'ils puissent accéder, et notamment accéder au e-learning. Parce que ça aussi, nous, justement, on est confrontés à cette problématique, notamment pour les ASH, sur le bio-nettoyage. Donc, effectivement, c'est comment nettoyer
Et au nettoyage, on sait comment nettoyer en profondeur une pièce. Hein. Par exemple, s'il y a un patient qui a été malade, hein, qui a eu Ebola ou le Covid, je ne sais pas, enfin, effectivement, il faut nettoyer la pièce parce qu'après, peut-être qu'il y aura un patient qui n'aura pas ce genre de maladie. Donc, il faut vraiment que ce soit impeccable, on va dire. Enfin, donc, du coup, on travaille effectivement aussi à ce que ces populations puissent accéder au e-learning. D'accord. Ouais. Oui, donc si on résumait un petit peu les difficultés rencontrées pour le développement donc du e-learning donc au CHU, donc c'est un problème donc d'acculturation. Hein. Tout le monde n'est pas outillé déjà, n'a pas la culture, n'est pas outillé. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté enfin voilà, quels sont les autres freins que tu vois? Les autres freins, après, après c'est sûr qu'il faut des moyens supplémentaires aussi, parce qu'effectivement, au niveau du e-learning, alors les écoles le font. Il y a vraiment un tutorat aussi de mise en place. Nous, pour l'instant, on n'est pas encore allé vers cette voie-là. Donc, effectivement aussi, on le sait tous, hein, pour que des formations, e-learning marchent bien aussi, il y a besoin vraiment d'un tutorat, de suivre vraiment aussi les formés. Jusqu'à présent, on n'a pas cette ressource-là, en tout cas au sein de la formation continue, au sein du PFPS, si ils le font. Quoi. Tu peux nous dire c'est combien de personnes qui s'occupent de e-learning à l'hôpital? À l'hôpital, alors du coup, il y a juste, donc on est une équipe, une dizaine, hein, on est une bonne équipe d'une dizaine de personnes avec un responsable, donc on dépend de la DRH, hein, avec un responsable de formation, et puis il y a 4 conseillers aussi de formation, et puis des assistantes, 5-6 assistantes. Et moi, donc mon poste s'occupe du e-learning et ça doit être à peu près 20% quand même de mon travail. Donc tu vois, ça remet les choses dans leur contexte. Alors en période Covid, ça a été un peu différent parce qu'effectivement, là, c'était du 100% e-learning. Hein. Mais les formations en présentiel sont pour l'instant les formations les plus importantes. Est-ce que le service formation va tirer des leçons ou en tout cas revoit sa position peut-être par rapport Oui, complètement. Complètement. Déjà, le fait de changer de plateforme e-learning, ça c'est vraiment. On était sur une plateforme vraiment assez basique. Hein. Donc là, on a une interface extraordinaire. Et puis surtout, on peut créer avec la nouvelle plateforme des règles dynamiques. Ça, j'en ai pas parlé, mais maintenant, on a travaillé avec le service informatique. Donc, dès qu'un nouvel apprenant arrive, il est inscrit automatiquement à une formation e-learning. Donc, même moi, je n'ai pas besoin de faire des inscriptions automatiques. Ça se gère de manière automatique. Et si les cadres de santé qui veulent savoir si leurs salariés, enfin pas leurs salariés, mais si leurs collègues ont fait les formations, ils peuvent avoir accès aussi et savoir effectivement s'ils ont fait leur formation directement. Tout ça en créant des règles dynamiques, c'est-à-dire effectivement des règles en amont. Et du coup, ça, c'est vraiment top parce que ça nous permet de gagner vraiment un gain de temps extraordinaire. Quoi. Alors, j'avais vu qu'au moment du Covid, là, donc la PHP, donc l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, donc avait mis en place en fait pas mal de formations aidées de l'ARS. Est-ce que l'ARS Bretagne, vous apporte des ressources ou Oui, aussi, on est en lien avec eux, donc ça va se faire aussi très prochainement, effectivement, d'intégrer des ressources. Des modules e-learning. On a une préférence, par exemple, là, avec la NFH, on travaille parce qu'eux sont sur une autre plateforme e-learning. Donc, on voit si on peut intégrer nos modules dans notre propre plateforme plutôt que d'avoir une autre plateforme différente à côté. Vous savez, hein, c'est toujours mieux d'avoir tout au même endroit, hein, sur la même plateforme. Donc, voilà. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de formations qui se sont créées, même je pense à Simon Go aussi, qui travaille aussi avec le mobile learning. Et pour nous, ça aussi, c'est intéressant, réalité virtuelle et mobile learning, notamment effectivement sur des thématiques qui nous intéressent aussi.
Donc, on est en lien avec eux, avec l'ARS, avec la NFH, pour développer effectivement des modules qui ont déjà été créés aussi. Tu peux me rappeler ANFH? Qu'est-ce que… L'Agence nationale de la formation permanente. D'accord. Voilà, qui est sur les différentes antennes, et notamment une arène aussi. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que… Ah oui, donc… imaginons un hôpital, un petit hôpital, donc il y a moins de moyens que le CHU Pontchaillou, donc veut se mettre un petit peu au e-learning. Comment il fait? Qu'est-ce qui, justement, est-ce qu'il y a une structure, une organisation particulière pour le milieu hospitalier, pour les accompagner? Alors, il existe déjà hein, l'hôpital de CHU de Rennes, en tout cas, fait partie du GHT, hein, du groupement territorial hospitalier, hein, donc qui regroupe aussi une dizaine d'établissements. Donc, dans ce cadre-là, on a souvent des établissements aussi qui nous appellent pour savoir effectivement comment on a mis en place du e-learning. Donc, du coup, effectivement, on leur explique que c'est toute une démarche, qu'il faut avoir aussi un petit peu des sous et qu'il faudra aussi passer par une plateforme e-learning, mais déjà de réfléchir effectivement à leurs besoins. Avant de se lancer dans une plateforme e-learning, de savoir effectivement quelle est leur cible, et puis de regarder effectivement tout ce qui se fait aussi, puisque ce n'est pas la peine de refaire la même chose si on a déjà des modules qui se font ailleurs, quoi. Mutualisation des moyens et interrégion, par exemple, entre, par exemple, justement, ce que j'ai vu, la plateforme qui existe aux hôpitaux de Paris. Oui. On sait que leurs moyens sont importants et il y a une mutualisation, il y a un moyen de savoir ce que les uns et les autres font sans aller pêcher l'information au cas par cas. Après, après on a interrogé, il existe aussi un regroupement de formation de différents grands hôpitaux où effectivement on gère la formation pour différentes thématiques, hein, que ce soit par exemple la Calliope aussi, hein, puisque le CHU devient aussi organisme de formation. Donc, il dispense aussi des formations pour ses propres salariés, mais aussi pour les personnels soignants externes. Oui, on essaie de regarder le plus possible ce qui se passe à l'extérieur. Après, on s'occupe de plus de 300 formations par an. Donc, c'est vraiment… c'est un service qu'on ne chôme pas. On travaille énormément, ouais. Donc là, on arrive à la fin de ce moment de présentation. Donc, avant de donner la parole aux personnes qui nous écoutent et qui te regardent, quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin par rapport à… écoute, en tout cas, travailler au CHU, une très, très belle expérience. Moi, j'ai compris aussi comment se structure un service de formation continue et aussi l'implémentation de solutions digitales parce qu'on voit qu'on y arrive. On y arrive doucement. Avec la période Covid, effectivement, ça accélère aussi énormément les choses, hein. Mais qui dit formation numérique aussi dit digitalisation beaucoup plus large. Donc ça aussi, c'est une problématique qui va nous tenir à cœur. Et le mot de la fin, c'est que effectivement, on voit que les choses bougent, que les gens aussi sont intéressés par des nouveaux modes de formation et de digitalisation. Et ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Voilà, écoute, on va te remercier pour cet éclairage. Voilà, on n'avait pas voyagé dans le monde de la santé. Est-ce que voilà, donc on est ouvert aux questions. Je crois que j'ai vu dans le fil Dylan, donc il y avait une question à te poser. Merci à toi, Sylvie. Dylan? Ah oui, alors je vais peut-être la conversation ici. Dylan, tu peux poser directement ta question? Oui, j'ai un petit… Vous m'entendez? Oui, c'est bon, je t'entends. Okay. Je me demandais quel était le lien entre l'agent service hospitalier et l'aide scolaire et handicap. Quel était le lien avec le premier et le second degré? Le premier et le second degré. Excuse-moi, Dylan, je n'ai pas très bien compris ta question. Tu pourrais la répéter?
Oui, là. En fait, on trouve aussi des ASH dans les établissements scolaires. Et je Ouais. me posais la question, quel était ce lien? Peut-être il n'y en a pas du tout. Ah, je pense qu'il n'y en a pas. D'accord, tout simplement. Je pense qu'il n'y en a pas. Là, vraiment, les ASH qui sont ici sont formés vraiment pour travailler à l'hôpital. D'accord. Donc, Ok, merci Valérie. je t'en prie. Moi, j'aurais encore une autre question sur cette idée, parce que je trouve que ton retour est intéressant en se disant que finalement, ce que j'entends, c'est que la digitalisation, en tout cas à l'hôpital, il y a tout un pan qui s'est révélé autour de la culturation au digital. Mhm. Et au regard de ce que tu as observé et de ce que probablement là où tu as été actrice, qu'est-ce qui permettrait d'accélérer cette acculturation et qu'est-ce qui permettrait, s'il y avait une baguette magique, voilà, qu'est-ce Qu'est-ce qui permet je suis en train de- ouais, où est-ce qu'elle serait placée et à quel endroit elle permettrait une amplification? Une amplification, bah après, pour nous, comme je te disais, effectivement, ça va être important de mettre des bornes d'accès, effectivement, pour les populations, enfin, en tout cas au sein du CHU, pour les populations qui n'ont pas accès à ce type qui ne savent même pas des fois utiliser de mail, hein, donc, parce qu'ils n'en ont pas besoin dans leur vie de tous les jours, même si maintenant ça devient de plus en plus obligatoire, on va dire. Enfin, après, il y a vraiment toujours pareil, une politique, une stratégie très très importante de la part des hôpitaux, de vouloir aussi dépêcher des personnes à plein temps sur ces types de modalités. Et puis, par exemple, bon, nous, c'est compliqué aussi parce qu'on gère énormément de formations en présentiel, mais je vois au niveau des écoles, effectivement, ils ont digitalisé leur formation immédiatement et ils ont eu finalement un retour de 100%. C'est-à-dire qu'effectivement, là, même si il y avait un peu de tutorat, mais ils n'ont pas fait en blended learning puisque ce n'était pas possible, mais ils ont eu quand même 100% de personnes qui ont suivi les formations. Donc ça, c'est un beau retour. Et pour répondre à ta question, c'est compliqué, une baguette magique. C'est compliqué aussi parce on est vraiment face aussi, on est vraiment dans la conduite du changement aussi. Donc, c'est vraiment un tout. Donc, ça ne s'arrête pas qu'au e-learning. Quand tu parles conduite de changement, c'est sur conduite du changement sur le Et sur les management, mentalités, ouais. hmm. Ouais, sur le management, les mentalités. C'est une population aussi qui n'a pas tout le temps accès, qui n'a pas accès ou en même temps, on voit que ça se démocratise quand même de plus en plus parce qu'effectivement, on a de plus en plus de module learning. Nous aussi, on essaye d'accélérer, d'avoir des méthodes pédagogiques différentes, par exemple avec de la réalité virtuelle. Mais pareil, c'est-à-dire, c'est pas toujours pareil, la réalité virtuelle aussi, il faut une personne qui soit là à côté d'un agent pour qu'il essaye un casque. Donc, c'est des moyens supplémentaires. Parce que pareil, utiliser un casque de réalité virtuelle tout seul, c'est pas si facile que ça. Du e-learning aussi, c'est pas si facile que ça pour une population qui l'a jamais utilisé. Donc on est vraiment, je pense, aussi dans l'accompagnement et le tutorat. Okay. Ouais. Je ne sais pas s'il y a encore vos questions. C'est sur des profils de poste bien particuliers, ces problèmes d'accès au numérique, ou c'est un peu sur tout? Oui, là, ça va concerner effectivement surtout les ASH, un petit peu les aides-soignants aussi, quand même. Et puis après, bon, chacun a une appétence particulière ou pas sur ces techniques-là. Donc, je ne peux pas stigmatiser non plus une partie de la population du CHU. Mais on sent effectivement qu'il va falloir qu'on travaille, nous, là-dessus.
sur cette digitalisation. Mais effectivement, il y a un effort de fait là-dessus. Ça va être. On voit qu'effectivement, avec le Covid, c'est de plus en plus implémenté. On voit qu'on ne peut pas se passer du digital learning, que nous, ça nous permet effectivement de faire des choses en distanciel. Et c'est quand même important pour les agents effectivement de pouvoir peut-être aussi se former chez eux 24 heures sur 24. Mais là aussi, on est sur des populations qui travaillent énormément, qui ont des taux horaires très importants. Donc, aussi se former chez eux, c'est pas non plus, c'est pas évident non plus. Est-ce qu'ils ont du temps alloué pour ces périodes de formation ou c'est peut-être quelque chose qui viendrait en plus? Eh nous, du coup, on leur permet, je te dis, d'avoir si par exemple, ils font une formation obligatoire, on leur permet aussi de mettre 4 heures dans leur balance horaire. C'est-à-dire qu'ils ont 4 heures, du coup, pour eux. C'est un des moyens qu'on a, mais sinon, effectivement, c'est une population qui est aussi surchargée de travail. Ah, bah oui. Donc, la formation, elle vient vraiment là quand il y a vraiment un besoin opérationnel. Voilà, à peu près pour répondre à vos questions. On est sur un type de population effectivement très, très spécifique. Oui, on n'est pas à vouloir se former pour se faire plaisir, quoi. On n'a pas le temps. Je pense, oui. Voilà, donc je ne sais pas si Claire, tu as quelque chose à rajouter ou moi j'aurais comme feedback peut-être aussi de se dire, c'est vrai que nous qui sommes évidemment dans notre écosystème EdTech, je trouve que ce retour il est particulièrement intéressant, en disant qu'un des leviers peut-être aujourd'hui à avoir en tête, c'est évidemment l'usage du numérique par tous, quoi. Oui. Il y a un levier d'innover en technologie, ça bien sûr. Il y a un levier d'innover sur la pédagogie autour, mais il y a un levier majeur qui est l'inclusion numérique, quoi. Exactement. Et là, c'est la vraie vie. Oui, exactement. Non, merci Valérie, je trouve c'est. C'est moi qui vous remercie aussi. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer aussi sur les modalités, comment ça se passe dans un hôpital. En tout cas, c'est mon expérience. Ça doit être différent aussi dans différents types d'hôpitaux. Mais voilà. C'est intéressant, comme tu connais d'autres secteurs d'activité. Oui. C'était intéressant aussi. Ouais. Intéressant de voir qu'effectivement, ce degré d'acculturation au digital, il y a peut-être un retard, en fait, compte tenu de ce que tu dis, des volumes horaires, de l'organisation. Oui, parce qu'effectivement, avant, j'ai travaillé effectivement dans la presse, où effectivement, ils sont très digitalisés quand même. Surtout avec 89, qui est un pure player, donc déjà un média directement en ligne. J'ai travaillé aussi à l'Institut Télécom, qui ont travaillé sur les premiers MOOC. Donc, effectivement, là, c'est intéressant de voir qu'effectivement, tout le monde n'est pas acculturé, parce qu'effectivement, quand on est dans notre écosystème numérique, on ne se rend plus compte qu'il y a effectivement pour les populations, c'est pas si facile, c'est pas si inné que ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi un autre côté. Bien, merci beaucoup Valérie. Donc nous allons faire notre petite pause estivale et on refait. Donc voilà, je vous souhaite un bel été. Merci à tous. Merci, pareil. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.